Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Sciences Po TV, au Palais de l'Élysée pour une émission exceptionnelle, une invitation du conseiller spécial, plume du président de la République, Henri Guénaud, bonjour. Et Bonjour. merci de nous recevoir. Alors une émission qui va se dérouler en 3 parties. Avec Fatoumata, on reviendra sur votre parcours au service de la France et sur votre rôle auprès de Nicolas Sarkozy. Puis avec Benoît, on va un petit peu revenir sur les 4 ans de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, puis voir un petit peu les perspectives et comment 2012 se présente. Mais d'abord, Henri Guénaud, j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité ces dernières semaines. Elle a été riche. D'abord, c'était le dimanche 15 mai. Toute la France se réveillait avec cette information hallucinante. Dominique Strauss-Kahn, candidat quasiment annoncé à l'élection présidentielle, favori et patron du FMI, arrêté pour tentative de viol à New York. Quand on est, comme vous, conseiller spécial du président de la République, comment est-ce qu'on réagit à chaud à une information pareille? Bon, on ne réagit pas, sinon par la stupéfaction et puis la gêne. La gêne. Vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à l'homme ou vous avez pensé à l'image de la France, comme Nathalie Kosciusko-Morizet a pu le dire? Non, mais par à exemple tout, la gêne, oui, à cause de l'image de la France, à cause des vies brisées, sa famille, la supposée victime, etc. Enfin, voilà, c'est un événement oui, qui suscite la gêne. Alors, la conséquence de cette affaire, c'est tout ce débat qui s'est ouvert autour de la transparence de la vie privée des hommes publics. Donc, on a fait le reproche à la presse française d'avoir toujours su que Dominique Strauss-Kahn, finalement, avait parfois une attitude inappropriée à l'égard des femmes. Donc, est-ce que la presse française doit davantage enquêter sur la vie privée des hommes publics? Est-ce qu'on doit casser cette digue entre vie publique et vie privée? Surtout pas. Surtout pas. S'il n'y a plus de différence entre la vie publique et la vie privée, ça va devenir absolument intenable. Alors, si certains avaient connaissance de faits de violence, de délits, tentatives de viol, ça, il fallait absolument le dire, oui. Tout ce qui concerne la dénonciation des délits ou des crimes doit être absolument maintenu. En revanche, vouloir détruire toute digue, toute séparation entre la vie privée et la vie publique, non. Moi, je crains par-dessus tout une société dans laquelle il n'y a plus du tout d'intimité. Une société sans intimité est une société totalitaire. Voilà à quoi conduit le principe de la transparence absolue. Et puis, méfions-nous aussi d'une société qui deviendrait brusquement excessivement puritaine, où on verrait poindre la tentation de l'ordre moral. Oui. Il y a plusieurs prises, c'est l'ordre moral peut-être destructeur de l'ordre social. Bien sûr. On va y revenir. Il y a eu aussi la polémique autour des propos de Luc Ferry au Grand Journal. On rappelle qu'il a relayé une rumeur au sujet d'un ex-ministre qui aurait été, je cite, attrapé dans une partouze avec des petits garçons. Il a dit, probablement, nous savons tous de qui il s'agit. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Ne m'intéresse pas à ce genre de choses. D'accord, ça veut dire que vous le savez. Vous dites donc qu'il a eu tort de dire ça, vous dites non au grand déballage. Non, j'ai dit que dans le contexte dans lequel on est, effectivement, je crois que ce genre de choses n'améliore pas le climat. Le climat est déjà détestable. Maintenant, Luc Ferry l'a dit non comme un homme politique, mais comme un philosophe qui avait envie de stimuler le débat. Je crois que ce n'était pas une bonne idée. En même temps, moi, je suis assez, je trouve assez insupportable le lynchage. Je trouve toute forme de lynchage médiatique, public, etc., m'est absolument insupportable. Et donc s'il y a des soupçons autour de cette affaire, s'il y a une enquête et si c'est avéré, c'est très grave. Donc il a eu raison peut-être de jeter un pavé dans la mare. Non, mais il n'a pas eu raison de le faire dans ce climat et de cette manière. Parce que soit vous avez des informations sur un délit, un crime, et à ce moment-là, vous allez voir la police et puis vous faites une déposition. Bon, ce n'était pas le cas. Il n'a jamais prétendu qu'il avait connaissance de ce dossier autrement que parce qu'on lui avait raconté. Il n'a jamais prétendu pouvoir désigner des coupables. Ce n'est pas un délateur. Oui. Il s'en est ici d'ailleurs absolument refusé. Non, ce qu'il a voulu, c'était donner un exemple de quelque chose dont il avait le sentiment, d'un événement dont il avait le sentiment que tout le monde avait entendu parler, et donc pour autant personne n'osait parler. Voilà, encore une fois, pour déclencher un débat sur
le problème de l'omerta et en même temps de la dénonciation calomnieuse. Comment on se situe entre les deux? Je pense que c'est ce souci pédagogique était en l'occurrence une mauvaise application. Voilà. Vous dites non donc à l'excès de puritanisme, non à l'ordre moral. La question qui se pose, c'est de savoir si c'était vraiment mieux avant. Est-ce qu'on peut encore continuer comme avant avec l'omerta sur la vie privée, avec les affaires étouffées? Je pense qu'il y a eu suffisamment de scandales dans le passé, depuis les débuts de la République, pour penser que tout n'a pas été étouffé. Mais il y a toujours toute personne qui commet un délit, une indélicatesse, a tendance à la raconter partout. Le problème est de continuer à bien faire la distinction entre le délit, l'illégalité, le crime, et puis la vie privée. La manière dont les gens vivent leur vie privée, leur intimité ne concerne qu'eux. Voilà. Et le grand déballage, le grand voyeurisme, le refus, encore une fois, du respect de toute forme d'intimité est quelque chose d'extrêmement dangereux, pas seulement pour les hommes politiques, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Donc il faut arriver à faire la différence entre ce qui est condamnable et ce qui relève de la vie privée de chacun. Henri Guénaud, une autre conséquence de l'affaire DSK, c'est le retour au premier plan de la lutte contre le machisme, notamment en politique. Les femmes députées se sont insurgées, notamment la une de Libération, contre les petits commentaires déplacés à répétition, dont elles s'estiment victimes de la part de leurs collègues masculins. Est-ce que vous pensez que c'est plus dur d'être une femme en politique? Je n'en sais rien, n'étant pas une femme. Vous êtes en politique depuis plusieurs années maintenant. Oui, mais je n'ai jamais été élu au Parlement, donc je ne sais pas quelle est l'ambiance au Parlement, mais si elles disent qu'elles y sont victimes de mauvaises plaisanteries ou de mauvaises manières, c'est sans doute que c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il est plus difficile d'être une femme dans la société d'aujourd'hui que d'être un homme? Je n'en sais rien. Il est parfois difficile d'être un homme aussi.